Merci, cher Geoffroy, pour ton accueil. Merci aux Olivier. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, effectivement, on ne va pas être sur une logique plateau télé où parfois on contraint sa parole. Je vais essayer d'être direct sur une question très simple. Je ne vais pas vous dire qui va gagner l'élection présidentielle. Sincèrement, j'ai quelques idées, mais je ne pourrai jamais l'affirmer. On n'arrête pas de dire que là, il y aurait eu peut-être beaucoup plus de monde si on avait teasé comme ça Geoffroy. Mais l'idée, c'est ce soir, ensemble, pendant 35-40 minutes, vous donner quelques clés sur ce que l'on peut dire de l'état d'opinion aujourd'hui en France à 3 mois, moins de 3 mois. On est à J-75, si je ne me trompe pas, à 75, chiffre qui est cher à notre capitale, de l'élection présidentielle. Alors, c'est vrai que moi, ce n'est pas ma première élection présidentielle. La première comme stagiaire à l'IFOP, c'était en 1995, une élection formidable où le vainqueur pressenti au mois de janvier n'a même pas atteint le second tour. Ça doit inciter à une très grande modestie. 95, c'est un mauvais souvenir pour les sondeurs parce que c'est le pire cru pour les élections présidentielles, puisque aucun sondage n'avait donné Lionel Jospin en tête. Et il y a peut-être des points communs avec ce qui peut se passer en 2022, quand on a une offre électorale si éclatée, où des gens peuvent hésiter d'une candidate à l'autre, d'un jour sur l'autre. On peut avoir des vraies surprises. Alors, l'idée de ce soir, c'est vous donner quelques clés et vous faire partager le mot qui me vient en tête quand je pense à cette élection, c'est le mot incertitude. Alors, bien sûr, en temps normal, il est de bon ton de dire, pour ouvrir le parapluie, pour ne pas prendre de risques, ou pour rendre son propos spectaculaire, dire que cette élection, c'est du jamais vu. Cette élection, c'est complètement inédit. On part un scrutin des vertus du jamais vu, de l'inédit. Là, quand même, on a des faits qu'on n'avait jamais... Hop, je réappuie. Non. Il est rouge? Non. Bon, des faits qu'on n'avait jamais vus par le passé. Et on va les passer un par un. Moi, j'ai 3-4 faits que je veux mettre en avant. Et puis, vous donner le rapport de force électorale. Non pas celui du rolling de ce soir. Je n'ai pas eu le temps d'intégrer les résultats aujourd'hui. Mais ce qu'on a mesuré hier. Vous savez que l'IFOP marque les esprits dans cette campagne électorale, comme en 2012 et en 2017, avec une enquête en continu. On peut s'étonner de faire un sondage tous les jours, mais faire un sondage tous les jours permet, je trouve, de limiter une des principales critiques aux sondages qui sont faits toutes les semaines, tous les 15 jours, qui est la critique de la discontinuité. D'une semaine à l'autre, on annonce des évolutions extrêmement fortes. On ne sait pas les expliquer pourquoi. On ne sait pas s'il y a eu un effet de terrain. On ne sait pas si tel ou tel événement est pris en compte. Donc, on dit que ces sondages sont des photos. Le rolling, assez immodestement, mais je le pense, c'est plutôt une logique de film. Puisque nous avons des interviews tous les jours, on a la possibilité de restituer le film de la campagne et voir avec des évolutions extrêmement douces d'un jour à l'autre comment les événements, par exemple les propos d'Éric Zemmour sur les enfants en situation de handicap, Valérie Pécresse sur le Karcher, l'entrée en campagne ou non du président Macron, comment les choses sont appréhendées par les Français, sachant qu'on est dans un moment particulier où l'élection n'a vraiment pas commencé, alors que vous le savez, jamais l'élection présidentielle, je mets de côté celle de 65 qui a lieu au mois de décembre, n'aura lieu si tôt. Elle a lieu le 10 avril, alors que ces 5 dernières présidentielles, on les fait en avril depuis la mort du président Pompidou, hein, ça ne s'invente pas, ça n'a pas été improvisé, elles ont lieu plutôt le 21, le 22 ou le 23 avril. Donc on a une campagne qui va être très courte. Alors, quelques éléments sur ce côté incertitude. La première incertitude, on n'en parle pas assez, même si quand même les médias font leur travail et essaient de mettre ça en avant. Avant de s'interroger sur qui les Français vont choisir dans les enquêtes d'opinion, qui va sortir vainqueur au premier tour, la question toute simple, c'est les Français vont-ils aller voter? Et là, on est dans un cycle en France absolument jamais vu, un cycle abstentionniste où, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, à toutes les élections à 2 tours, les législatives de 2017, les municipales, les départementales, les régionales, l'abstention a été majoritaire en France. Ça n'était absolument jamais arrivé. Et certes, la présidentielle, on sait que c'est un scrutin à part, c'est le scrutin matrice de la Ve République, c'est celui qui intéresse le plus, mais on ne peut pas imaginer que ce contexte particulier n'est pas défait. Et ce tableau est très simple. Je vous ai présenté le dernier scrutin avant chaque élection présidentielle depuis 2002 et voir si ça a eu un effet ou pas sur l'abstention. Et la réponse est plutôt oui.
Oui, pardon. Puisque le record à une élection présidentielle de 2002 avait été annoncé par un record. Alors maintenant, on trouverait formidable, Geoffroy, qu'on vote beaucoup, qu'il n'y ait que 32% d'abstention municipale. Mais en 2001, les municipales qui avaient été largement gagnées par la droite et la gauche avaient sauvé l'honneur en gagnant Paris, Lyon et Dijon comme grandes villes. C'est vrai que l'abstention record du 21 avril 2002 avait été annoncée par une abstention forte à l'élection municipale. Contre-exemple, 2007, c'est pour moi une élection extraordinaire. Alors professionnellement, je trouvais que la campagne était absolument passionnante. L'abstention a été extrêmement faible. C'est une des plus faibles avec celle de 65 et celle de 74, si je ne me trompe pas. Il y avait 3 candidats de rupture, 3 candidats de renouvellement, qui chacun dans son genre crée une véritable effervescence. Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais aussi Ségolène Royal, François Bayrou, qui avait connu une dynamique extrêmement forte. Et la participation très forte avait été annoncée par le scrutin du référendum du 29 mai 2005, où, alors que c'était un texte compliqué, on avait dit que ça n'intéresserait pas les Français, c'est l'Europe, les Français se sont passionnés. On a eu une abstention, somme toute, très faible, compte tenu d'un référendum. On était presque sur les chiffres gaullistes du mandat de Charles de Gaulle. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2007 ? Depuis 2007, où 3 candidats à eux 3 ont fait plus de 3 quarts des votes au premier tour, une abstention a été très faible. À partir de là, jamais, sauf les régionales de 2015, mais elles étaient malheureusement assez spéciales compte tenu des attentats, où il y avait eu un réflexe civique. À tous les scrutins suivants, on a moins voté en France qu'au scrutin précédent, vous voyez, pour l'élection présidentielle. Et là, quand on voit 2012, 2017 et 2022, et surtout 2022, on pense qu'il peut y avoir un effet fort en termes d'abstention. J'ai fait une règle de 3, c'est-à-dire que j'ai fait un ratio sur 2012, 2017, 2022, j'arrive, mais c'est absolument pas scientifique, ça vous donne une échelle de grandeur. Si on a les mêmes tendances qu'en 2012 et 2017, on arriverait le 10 avril prochain à 30% d'abstention. Alors 30%, c'est bien sûr moins qu'aux élections régionales, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Record du 21 avril 2002 battu, et 30%, je ramène ça sur le corps électoral, ça ferait en gros 13-14 millions de Français qui ne voteraient pas. Et ce serait une des premières fois qu'à l'élection présidentielle, le premier parti de France, au premier tour, ce sera les abstentionnistes. Et dans ce contexte où, il est vrai, on voit que la démocratie est mise à mal, on voit que la légitimité des vainqueurs est souvent critiquée. J'entends des choses sur Emmanuel Macron, en fait, ce n'est pas une vraie victoire, il a fait un score faible au premier tour, il a battu Marine Le Pen, c'était assez facile. J'avais été frappé de voir que François Hollande a été touché par ça également. En fait, il avait manqué 2 semaines à Nicolas Sarkozy pour gagner. C'est des critiques assez inédites. Quand Giscard d'Estaing gagne en 1974 d'à peine 600 000 voix, la gauche, c'est un mandat très dur de combat gauche-droite et parfois droite-droite. Mais dans ce combat gauche-droite, la gauche qui ne rate jamais Giscard d'Estaing ne l'a jamais attaqué sur « vous êtes un président mal élu parce que vous avez battu François Mitterrand que de 500 ou 600 000 voix ». Maintenant, cette critique est une critique structurante. Je vais faire ma parenthèse, mais en tout cas, première incertitude, l'abstention. Et l'abstention, ce n'est pas l'abstention qu'on a connue par le passé. Là, c'est une enquête qui a été faite pour l'Association des régions de France, juste après les élections régionales. Et j'aime bien cette enquête parce que pour une fois, les sondages ont pu sortir de la métropole. Tous les sondages que vous voyez, on n'interroge que des Français vivant en métropole. Très rarement des Corses et jamais des habitants des régions et des départements d'outre-mer qui sont beaucoup, qui peuvent peut-être avoir un rôle sur l'issue du scrutin. Quant à Lionel Jospin perd la présidentielle de 160 000 voix au premier tour, ou François Fillon, je crois, de 400 000 voix, chaque voix compte. Et c'est une question auprès des abstentionnistes des élections régionales sur leur motif d'abstention. Et ce qui m'a particulièrement frappé, et dans mon livre sur la jeunesse qui s'appelle « La fracture », c'est devenu maintenant la première raison de l'abstention chez les jeunes, c'est une logique que j'appelle d'inutilité ou de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne change pas la vie, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous êtes fan comme moi de Serge Gainsbourg, il avait écrit une chanson pour Jane Birkin qui s'appelait « L'aquaboniste ». À quoi bon ? À quoi bon voter ? Ça ne va pas changer ma vie. Alors, pour les régionales, ça peut se comprendre. Pour les municipales, c'est extrêmement surprenant quand on voit un maire comme Geoffroy ou d'autres maires, quelle que soit la ville, changer le quotidien, transformer les choses. Pour l'élection présidentielle, ça commence à être un motif d'abstention. C'était la première chose pour les élections régionales dans l'Hexagone. Ça a été nettement moins en Corse, alors qu'en Corse, l'abstention a été faible. Et on voit que dans les départements et régions d'outre-mer, c'était quelque chose de relativement faible. En tout cas, on a maintenant une abstention qui est bien sûr multiple. Il y a une abstention de désaffiliation,
je ne vote jamais aux élections, ça ne m'intéresse pas. Il y a quand même des gens qui sont comme ça là. Il y a une abstention protestataire. Le système me dégoûte, je m'en fous, je ne veux pas voter. Il y a une abstention qui est liée au fait qu'on n'est pas content de l'offre électorale, et ça peut paraître un peu paradoxal. Le 21 avril 2002, je vous en avais parlé, il y a un record d'abstention. Pourtant, c'est l'élection présidentielle où il y a le plus grand nombre de candidats. 3 candidats d'extrême gauche, 5 candidats de gauche. Un peu comme aujourd'hui, 5 candidats de gauche. Plusieurs candidats de droite, des chasseurs, Corinne Lepage, Christine Boutin. Il y avait une dissidence au Front National. Il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà une dissidence avec Bruno Maigret face à Jean-Marie Le Pen. Donc tout ça pour dire qu'on a des raisons d'abstention qui sont classiques, mais on voit monter très fortement cette logique d'inutilité, de vanité du vote. Alors, dans le livre, je le montre, dire qu'aujourd'hui les jeunes ne vont pas voter, je ne le dirai jamais. Parce que les jeunes, notamment les fameux primo-votants, c'est-à-dire ceux qui votent pour la première fois à l'élection présidentielle, les 18, 22 et demi, 23 ans, peuvent se mobiliser. On a une jeunesse dépolitisée, mais on a une jeunesse engagée sur le climat, engagée sur la question des discriminations. Il peut y avoir une bonne surprise si la campagne séduit, si ce n'est pas une campagne tronquée. On voit dans nos enquêtes qualitatives où les Français s'expriment spontanément, et ça va être mon deuxième point, la crainte que le Covid gâche tout, que le Covid fasse que cette élection soit tronquée, qu'on n'apporte pas des vrais problèmes. Les sympathisants de droite, je ne vais pas vous le cacher, sont parfois très nombreux à dire ça parce qu'ils ont un souvenir 2017 où ils se sont dit les ennuis de François Fillon ont gâché un peu la campagne, ont gâché sa campagne. Il a finalement fait un score honorable, il a raté le second tour de malgré tout très peu, mais ça a brouillé sa campagne, ça a empêché de développer son projet. Donc première incertitude, cette abstention, et sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, mais ma pente quand même, c'est que j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à des niveaux très élevés de participation comme en 2007, voire en 2012. On sera peut-être dans un mixte entre 2017 et ce cap de 2002. Deuxième incertitude, le Covid, bien sûr. Cette crise inouïe, inédite, jamais vue, vous le sentez, vous, en ce moment, ce Covid empêche peut-être les Français de s'intéresser à la campagne. On a un niveau d'inquiétude sur le Covid qui est fort. On a des Français, j'ai pas mis cette planche, mais j'aurais dû le mettre, des Français extrêmement résilients. On a posé, comme chaque année, en début d'année, le taux d'optimisme pour l'avenir. Il est bien sûr minoritaire, mais il n'est pas négligeable. Il atteint 45%, et surtout, il est plus fort qu'en janvier 2017. En janvier 2012, je crois que tu t'en souviens, c'était la crise des dettes souveraines, un chômage de masse, un budget Fillon extrêmement sévère. Il faut revenir à 2007 pour trouver un optimisme aussi important. Cette diapositive montre à quel point le Covid impose sa cadence. C'est peut-être je vais vous parler franchement, parfois l'IFOP fait des sondages pas très intéressants, il faut vivre, etc. Mais cette question, il faut la regarder vraiment tous les mois. Elle s'appelle les conversations des Français. C'est dans le cadre du baromètre Paris Match. On demande chaque mois, on teste environ 20 sujets, politiques, économiques, sociaux, des faits divers, des événements sportifs, des disparitions. Et on demande aux gens, est-ce que vous en avez parlé chez vous, en famille, au travail, au bistrot, quand les bistrots sont ouverts. Et ce qui est très intéressant de voir, et je n'ai pas besoin de faire un commentaire très long, c'est voir à quel point c'était ce qu'on a vu vers le 10 janvier, mais le Covid écrase tout. Les 6 premiers sujets sont des sujets Covid, même la triste mort des frères Bogdanov, il y a quand même un lien avec le Covid. On a parlé du fait qu'ils n'étaient pas vaccinés. On voit l'épidémie, la campagne de vaccination, les fameux propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. D'ailleurs, une petite parenthèse, dans nos enquêtes où les Français s'expriment spontanément, très souvent les Français disent « Emmanuel Macron a dit qu'il voulait emmerder les Français ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de glissement, c'est plus les non-vaccinés, c'est les Français, c'est des personnes qui sont bien sûr défavorables au président sortant. Les fêtes du Nouvel An, dans le contexte de crise sanitaire, ce qui est intéressant de voir, c'est derrière ces sujets qui écrasent le discours des Français, la place de la campagne présidentielle. Alors c'était vers le 7-8 janvier, c'est seulement 51%. 51%, on va se dire, c'est pas mal. En 2017, au même moment, on était au-dessus de 60, on était à 61. En 2007, lors de cette campagne si effervescente, si enthousiasmante, on était autour de 75. En 2012, où il y avait des gens de gauche qui disaient « Allez, on va sortir Sarkozy », des gens de droite qui disent « On va essayer de sauver le président », on était autour de 70. Vous voyez comme on a un moment particulier. Alors, je ne dis pas que la mise à distance du Covid, Omicron a l'air moins dangereux, il n'y a pas eu d'explosion
des entrées à l'hôpital. Il peut très bien disparaître, mais pour l'instant, je trouve que ça fige la campagne. D'ailleurs, c'est drôle, je ne vous l'ai pas dit, mais les propos de Macron sur les non-vaccinés, 74%, c'est la petite phrase du président, il en a fait beaucoup, qui a le plus marqué les Français, qui n'a pas été si mauvaise pour lui, on va en parler. Mais ses vœux, c'est-à-dire le moment institutionnel, il y a 50 points de moins qui en ont parlé, à peine 23%. Ce qui est peu pour des vœux, notamment les derniers vœux pour un président amené à se représenter. Donc, inconnu sur le Covid. Autre inconnu sur le Covid, et là on va plus parler du président de la République, c'est des indicateurs qu'on suit depuis le début de la crise. Est-ce qu'on a confiance dans le gouvernement sur la vaccination, sur la dimension économique de la crise et sur, d'une manière générale, faire efficacement face au Covid. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une première période, vous le voyez, où la défiance était majoritaire, notamment lors du premier confinement, la crise des masques, la crise des tests, on a parlé de juin 40 sanitaire, ce sont les élus locaux, les maires, les présidents de région qui ont fait le taf, comme nous ont dit les Français dans nos enquêtes, et il y a eu une défiance forte. Même si la défiance était surtout sur le virus, sur le coronavirus, elle était très faible, voire la confiance était majoritaire sur la dimension économique, parce qu'il y avait des mesures identifiées, le quoi qu'il en coûte, des aides. Des mesures, c'est efficace quand elles sont portées par quelqu'un d'identifié, de connu, et force est de constater que Bruno Le Maire est quelqu'un qui plaît aux Français, qui est connu, qui est identifié, qui inspirait confiance. Première phase. Deuxième phase, vous le voyez, à partir de février-mars, quand la campagne de vaccination est montée en puissance, quand les Français ont eu le sentiment qu'on n'était plus les tortues de l'Europe, mais les lièvres, il y avait l'effet Eurovision. Vous voyez qu'on était les derniers, et puis finalement, voilà, elle est montée en puissance, et tout ça a emporté la confiance. On a même eu des scores de confiance qui dépassaient 63%. Ça a aidé le président en place. Et là, pour la première fois depuis le début de l'année, on voit la confiance s'effondrer. Elle reste forte sur l'économie, elle reste forte, mais elle décroît sur la vaccination, parce que l'équation qui était la vaccination, c'est le meilleur moyen d'éviter les restrictions, le spectre d'un confinement, c'est vrai, mais ça ne protège pas complètement de la contamination, ça a enlevé peut-être de la légitimité. Et surtout, sur l'efficacité face au coronavirus, on retrouve des niveaux qu'on mesurait lors du premier confinement. Je pense que sur le terrain, Geoffroy, tu l'as vu, l'école, ce qui s'est passé à l'école. Et je ne parle pas de l'affaire d'Ibiza, ça intéresse Mediapart, mais en plus, Ibiza en hiver, ça ne va pas être marrant. Donc voilà, il a fait ce qu'il a voulu, le ministre. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que le président a perdu la maîtrise de la gestion de l'épidémie. Il y a eu, selon moi, aussi une perte de cohérence, puisqu'il apparaissait comme celui qui refusait l'enfermement. On lui avait ségré de ne pas reconfiner en février dernier. Il ne l'avait pas fait. Et là, alors que le variant est moins dangereux que prévu et les autres pays lèvent les restrictions, le pass sanitaire ou vaccinal était vu comme un nouveau tour de vis. Il y a une perte de cohérence qui fait que ce président, on va le voir sur sa popularité, merci Olivier, suivant, pour la première fois, en janvier, il a connu une baisse de popularité qui n'est pas un effondrement, mais qui est sévère. Ce qui est très intéressant, et ça n'était jamais arrivé pour un président sous la Ve République. L'IFOP, comme je vous ai dit, on est le plus ancien institut, donc on a une enquête avec le JDD qui date de 1958. Donc on peut comparer tous les présidents depuis le couple de Gaulle, de Debré, jusqu'à Emmanuel Macron, Jean Castex. Pendant en gros 1 an et demi, il n'a pas bougé. Quand un Nicolas Sarkozy payait cash une déclaration, une réforme qui ne plaisait pas, quand un François Hollande s'effondrait sur toute une série de mesures, on a un président qui n'a pas bougé. Mais là, pour la première fois, le Covid, l'effet drapeau, c'est-à-dire l'effet on serre les rangs autour du président, semble ne plus jouer. Est-ce que ça va, je l'ai dit dans le Figaro ce matin dans une petite interview, est-ce que ça va accélérer son entrée en campagne? Personne ne peut le dire, mais c'est un point également d'incertitude. Alors, pour comparer, François Hollande, en janvier 2017, était à 20%, mais comme vous le savez, il n'était plus candidat. Il l'avait annoncé le 1er ou le 2 décembre, si je ne me trompe pas. Et Nicolas Sarkozy, pourtant si en difficulté, se rapproche d'Emmanuel Macron. Donc la popularité, c'est un ingrédient important. Ça peut faire l'élection ou ça ne peut pas faire l'élection. Je rappelle souvent que Giscard d'Estaing a commencé à baisser fortement en janvier 81. Mais on a, il faut le dire, je trouve, et c'est mon avis plus personnel, un président qui sait bien s'adapter aux événements. Quand on voit sa courbe depuis 2017, je trouve assez remarquable qu'il ait réussi à connaître 3 rebonds particuliers.
alors que traditionnellement, hors période de cohabitation, Mitterrand en 86, en 93 et Jacques Chirac en 97, quand on est impopulaire dans le baromètre IFOP, on ne remonte jamais. On ne remonte vraiment jamais beaucoup, sauf événements exceptionnels, attentat de Charlie pour Hollande ou guerre au Koweït pour François Mitterrand. Mais ce président a réussi à 3 reprises à connaître des rebonds. Rentrée 2017, lorsqu'il fait signer des ordonnances libérales sur la loi travail, il arrime beaucoup d'électeurs de droite. Après les Gilets jaunes et grâce au grand débat et aux élections européennes, il gagne une quinzaine de points. Et puis depuis le Covid, il a un socle de 40%, 43%. Alors, vous allez me dire, il n'est pas majoritaire. Bien sûr que oui, c'est un président impopulaire depuis janvier 2018. C'était très mauvais pour un président dans les temps anciens, quand le système français était un système de bipolarisation, quand la faiblesse de Nicolas Sarkozy en 2008 permettait à la gauche, qui était dans les choux à peine un an avant, de gagner les élections municipales. Là, il a face à lui des oppositions éparpillées. Et je pense qu'il joue de ça. Et c'est ce qui fait que, alors qu'il présente des fragilités, on en parlera sur son socle électoral, il a la chance d'avoir face à lui des oppositions éparpillées, ce qui empêche l'émergence d'un TSM, tout sauf Macron. C'est-à-dire que la campagne, je trouve, pour l'instant, ne se structure pas autour de lui. Ce qui pourrait, à mon avis, lui permettre de ne pas se déclarer tout de suite. On est plutôt sur la guerre entre la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire droite extrême, Pécresse, Zemmour-Le Pen, la Zemmour versus Pécresse, ce qui se passe à gauche où ils n'ont pas besoin du président pour se chamailler. Et on n'est pas dans un contexte, par exemple, de 2011-2012, où l'antisarkozisme structurait les discours, à tel point que lorsque Dominique Strauss-Kahn disparaît du jeu politique, comme vous en souvenez, en mai 2011, François Hollande arrive, il le remplace au nom de l'anti-sarkozysme. Et je remonte plus loin pour les plus anciens, mais c'est une campagne où j'étais enfant, mais je l'avais suivie avec beaucoup de plaisir. 81, il y avait un anti-giscardisme extrêmement fort, à tel point que ça devait être, vous me direz si vous avez des souvenirs, l'Express ou l'Obs, qui avait fait une couverture avec Giscard dans un viseur, et c'était Giscard face aux 9 candidats anti-Giscard. Là, on ne peut pas dire, ça a peut-être changé, que l'antimacronisme structure tout. D'autant plus qu'il a la chance d'avoir une équation électorale. C'est les chiffres que je vous ai donnés qui sont moins bons. Au mois de janvier, il y a une première baisse. On verra les choses plus tard. Puis la popularité, c'est pas le vote. Mais il a une équation électorale, une base qui reste toujours solide, dans le sens où il fait le plein chez les sympathisants de la République En Marche. Alors ça vous paraît anodin, mais n'oubliez pas qu'en 2016, François Hollande est devenu minoritaire chez les sympathisants socialistes. Ça n'était jamais. Et même Nicolas Sarkozy, en 2010, avait perdu beaucoup à l'UMP avant de récupérer les gains perdus. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que le en même temps électoral fonctionne toujours un peu. Le décalage entre les leaders socialistes qui attaquent Emmanuel Macron et le fait que 40% des sympathisants PS sont satisfaits de lui. Alors, je ne dis pas qu'ils vont voter pour lui, mais il y a toujours une sorte de bienveillance et face aussi, c'est un des reflets de la crise de la gauche. Quand on est si mécontent de la gauche, on va rester au chaud chez Emmanuel Macron, un tiers d'écologistes. Et du côté de la droite, même s'il y a un recul depuis maintenant la mobilisation, le congrès LR, l'élection de Valérie Pécresse, il y a quand même une part non négligeable. On est sur 45% d'électeurs Fillon, 38% de républicains qui sont satisfaits du président. Donc on est là. L'inédit, l'incertitude dont je vous parlais, c'est cette base électorale très inédite qu'on n'avait jamais vue par le passé. Et l'incertitude, c'est est-ce que dans un scénario idéal, les choses ne bougent pas, la base de gauche, la base de droite reste chez Emmanuel Macron et il l'emporte, ou bien chacun va revenir, qui à gauche, qui à droite, chez Pécresse, peut-être chez Yannick Jadot, je ne sais pas qui à gauche, on arrive mal à imaginer une bonne nouvelle à gauche, mais en tout cas, ce n'est pas complètement impossible. Et là, le président serait très fragilisé. Voilà encore une incertitude. Dernière incertitude, et on va venir au vote. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Oui, 10 minutes, je suis un petit peu en retard, mais désolé. C'est les thèmes prioritaires. C'est moins une incertitude que du fait de ce contexte Covid, on peut dire que la campagne n'a pas encore choisi son thème qui va structurer le choix des Français. En 2017, c'était le chômage. En 2007, c'était le pouvoir d'achat, avec le travailler plus pour gagner plus. En 2012, pour moi, ce n'était pas un thème, c'était Sarkozy, stop ou encore. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des thèmes qui sont très fortement cités à des niveaux élevés. Ce qui est intéressant, c'est que la santé est en tête. Vous allez me dire,
c'est grâce au Covid, ou à cause du Covid. Ben non, c'est fait depuis septembre 2019 que la santé est en tête des préoccupations des Français, parce qu'avant le Covid, il y avait la grève des urgences, il y avait la question de l'accès à l'hôpital, l'accès aux soins. Alors peut-être que dans le 17e, on est moins touché par la question de pouvoir avoir des rendez-vous chez un praticien, encore qu'à Paris, ça se pose dans les grandes villes. Mais la question de la démographie médicale est une question centrale. Deuxième enjeu, qui est un enjeu très important, tout ce qui concerne la sécurité, la lutte contre la délinquance, volet terrorisme ou volet délinquance. Alors, c'est un sujet qui, pour l'instant, est à bas bruit dans cette campagne présidentielle, mais on sait très bien, c'est l'effet d'une campagne papivoise. Il suffit d'un fait divers, de faits particulièrement graves, pour que cet enjeu, sur lequel Emmanuel Macron est en vraie faiblesse, devienne un enjeu structurant. Et sur l'insécurité et sur la délinquance, je suis frappé de voir que le discours des Français a fortement changé, de trois manières. D'abord, c'est plus un objet clivé gauche-droite, c'est-à-dire que les gens de gauche ne s'y intéressaient pas. C'est terminé. Il y a plus une sensibilité à droite et au RN, mais on en parle beaucoup à gauche. Deuxièmement, on est passé du fait de remarquer les faits divers à des Français qui ont surtout remarqué des profils de victimes qui étaient des victimes dépositaires de l'autorité de l'État. Et il y a un lien entre insécurité et perte de l'autorité de l'État. Les Français, dans nos enquêtes, ont en tête ce pauvre chauffeur de bus de Bayonne, et vous en souvenez sans doute, en juillet 2020, le maire de Signes, une ville du Var. Il y a eu aussi des députés d'En Marche ou d'autres partis qui ont été avec caillassés. Voilà, des élus, des pompiers, des policiers. On remarque que les victimes sont des personnes qui sont des symboles de l'autorité de l'État, et pourtant elles sont victimes. Et troisième spécificité, avant, quand il y avait des questions d'insécurité, on demandait aux Français ce qu'il fallait faire. Ils répondaient plus de moyens, plus de policiers, plus d'armées, plus de moyens. Maintenant, ils le citent aussi, c'est la réponse facile. Mais ils mettent en avant l'insuffisante réponse pénale. Il y a maintenant un lien entre insécurité et justice qui n'apparaissait pas par le passé. Et la justice devient l'institution malade, si je puis dire, du pays. Alors, pour faire plus vite, par rapport à une enquête faite, ça date du début décembre. Donc le Omicron n'était pas encore si fort. Mais quand même, il y a, par rapport à août dernier, c'est une question qu'on pose depuis une trentaine d'années, il y a deux évolutions très fortes. Le pouvoir d'achat plus 10 et la maîtrise du niveau des impôts plus 9. Et on voit très bien, c'est mon intuition, que le pouvoir d'achat pourrait être la thématique centrale de cette élection présidentielle. Regardez comme le pouvoir d'achat devance la lutte contre le chômage, qui était le premier enjeu. Je pensais qu'elle était pas ouverte. Ah, d'accord, merci. J'ai piqué de vous. Eh bien, merci. Qui était le premier enjeu. Et le regard des Français sur le chômage a fondamentalement changé. Avant, l'injustice suprême, c'était d'être au chômage. Maintenant, c'est d'avoir un travail qui paye mal. Ça a beaucoup bougé. Il y a la petite musique du million d'emplois non pourvus. Il y a, moi je trouve ça dommage, mais c'est comme ça. Les Français, dans une majorité énorme, disent que les chômeurs, en fait, ils pourraient trouver du travail. Ils n'en cherchent pas vraiment. Il y a, je dirais pas une suspicion, mais un discours sur l'injustice, c'est travailler et ne pas s'en sortir. Ce n'est pas ne pas avoir de travail. On a encore eu aujourd'hui, je crois, je passe sous ton contrôle, Olivier, une baisse très forte du chômage de 5,5%. C'est vrai que c'est des chiffres qu'on n'a jamais eu. Alors bien sûr, il y a les 500 000. C'est quand même... Voilà. Alors est-ce que il y a encore des catégories de chômeurs qui... voilà, il y a le temps partiel. Mais en tout cas, regardez la hiérarchie, les choses ont changé par rapport au pouvoir d'achat, qui devient le thème structurant de la campagne. Les Français, dans nos enquêtes, parlent d'inflation, un mot qui avait disparu du langage des Français, très frappé par la hausse des prix du carburant. Enfin voilà, on a une campagne qui peut être une campagne style 2007, mais 2007, ce qui était tranquille pour les candidats, c'est qu'il n'y avait pas de sortant. Jacques Chirac n'était pas candidat. Là, il y a un sortant, Emmanuel Macron, et on sait que si la campagne s'oriente autour du pouvoir d'achat, c'est pas bon pour le sortant, parce que son bilan, et il y a des choses qui ont été faites depuis qu'il est là, va être jugé insuffisant et peut se transformer en passif. D'ailleurs, diapositive suivante, quand on voit ce que seront les déterminants du vote par rapport à ce qui a fait voter les Français le 23 avril 2017, vous voyez la santé, 14 points de plus, j'ai expliqué pourquoi. Vous voyez que l'insécurité a quand même gagné 18 points.
C'est pas rien quand même, 18 points. Alors il suffit qu'on ait des événements de campagne graves, on se souvient de 2002, là, je parlais de Papivoise, la tuerie de Nanterre, bien sûr on ne souhaite absolument aucun événement grave, mais on voit que c'est un sujet inflammable. Et puis, je vous le disais, le pouvoir d'achat progresse un peu, mais surtout le chômage, qui était le premier enjeu, recule de 9 points par rapport à 2017. Alors je n'ai pas parlé d'environnement. Chez les jeunes, c'est le climat, c'est l'enjeu majeur. Dans l'enquête que j'ai faite dans le cadre du livre, on est passé à un tiers des jeunes Français dans les années 50 qui disaient « je suis prêt à mourir pour la France », à un quart des Français maintenant qui disent « je suis prêt à mourir pour le climat ». On voit que le paradigme, naturellement, il ne faut pas prendre le sondage au pied de la lettre, pas la peine de fermer les fenêtres, j'espère que personne ne va se jeter, mais on voit que le paradigme a changé. Mais même chez les Français, même chez les Français, on voit que la part de ceux qui vont parler de la lutte contre le dérèglement climatique passe de 37 à 53%. Il y a quelque chose qui a changé. On avait fait une enquête pour le groupe LR de l'Assemblée nationale pour les journées parlementaires. Brigitte Koester était là. Et on voyait que même dans l'électorat de droite, ils étaient une majorité à dire si le candidat de droite, dont je pourrais être proche, ne parle pas d'environnement, pas de climat, ne propose pas des mesures fortes et radicales, les jeunes ont de ce point de vue-là influencé l'ensemble des Français, je ne voterai pas pour lui. Donc Valérie Pécresse a bien sûr en parlé, mais c'est un sujet qui intéresse maintenant tout le monde et qui n'est pas cantonné qu'à la gauche. Alors, dernière partie, avant de... Oui, j'ai encore 2 minutes, 5 minutes. Sur les rapports de force électoraux. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas être sur la course des petits chevaux, on va plutôt être sur merci beaucoup madame, une logique par bloc. Ce qui est intéressant aujourd'hui, alors que l'offre électorale n'est pas complètement figée, qui aura ses 500 signatures, mais elle est quand même bien arrêtée, c'est voir les blocs. Le bloc de gauche, le bloc Macron, le bloc Pécresse et le bloc que j'appelle droite extrême et souverainiste. Il y a 2 choses qui pour moi frappent l'œil et sont particulièrement spectaculaires et inédits. D'abord la gauche. Là, c'est le total Hidalgo, Roussel, Mélenchon, Jadot, Taubira. Montebourg s'est retiré. Je n'ai pas compté l'extrême gauche. On est à un score famélique. Le total gauche en 2012, c'était 41%. En 81, on était autour de 44. Même en 2007, ce n'était pas un bon cru pour la gauche. L'addition royale, Marie-Georges Buffet, José Bové et Dominique Vonnet faisait 31 ou 32. Là, on a une gauche éclatée, dispersée, qui fait à peine plus que Emmanuel Macron. Alors, ça peut paraître étonnant. Quand on interroge les Français avec la question classique sur un axe gauche-droite, où est-ce que vous vous situez? On a en gros, c'est un baromètre qu'on fait pour l'humanité, qui je pense se vend beaucoup dans le 17e, on a 44-45% des Français qui se situent à gauche, au centre-gauche ou très à gauche. Et là, la traduction électorale, c'est, allez, on va dire 25. Où sont les 20 points? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont dans l'abstention, bien sûr. Ils sont chez Emmanuel Macron. Et même, ils sont un peu chez Zemmour, un peu chez Marine. Eh ben, j'ai fait fort. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est la table. Un peu chez... La table bouge. Mais je suis désolé. Un peu chez Zemmour. Ouais. On dit que le verre, ça porte bonheur, mais bon. Un peu chez Zemmour et un peu chez... Je suis désolé, Olivier. Attends, il y a un verre ici. Ouais. Ça me permet de reboire de l'eau. Finalement, on aurait dû filmer pour le bêtisier. Et là, la mairie du 17e, c'est filmé. Vous envoyez ça sur TF1 et voilà. Je ne sais plus combien c'est payé, mais ça peut être sympathique. Et donc voilà. Ce qui est très intéressant, c'est ce bloc de gauche et puis ce bloc de droite extrême et souverainiste qui était que de 26% en 2017, c'est-à-dire l'addition, je ne compte pas, Asselineau, Dupont-Aignan et Marine Le Pen, et là qui est un niveau jamais vu. Alors bien sûr, ça ne s'additionne pas. Il y a des électeurs Zemmour qui pourraient retourner chez Valérie Pécresse. On va le voir sur la structure d'Éric Zemmour. Mais en tout cas, on a 4 blocs qui montrent que la bipolarisation, c'est complètement fini. Et l'indécision, l'incertitude se niche dans ces 4 blocs. Alors, quand on s'intéresse au rapport de force, alors bien sûr, un sondage, j'essaie de faire le plus de pédagogie possible, n'est pas une prédiction, n'est pas un pronostic. Il est arrivé que les sondages de 6 mois avant l'élection donnent le résultat. 88, pas un sondage ne donne Mitterrand perdant, pas un sondage ne donne Mitterrand pas en tête. 2007, à part, ça bouge pas du tout, à part un sondage après
La victoire de Ségolène Royal à la primaire, il y a un 50-50, mais Sarkozy est en tête, il a 27-28, il finit à 31, rien ne bouge. Par contre là, mon hypothèse, c'est que les choses vont beaucoup bouger. Vous le voyez, le bloc de gauche est particulièrement faible. Alors, il y a un petit atout pour Jean-Luc Mélenchon qu'il a perdu. Aujourd'hui, il est passé à 9, mais ce n'est pas si important que ça. Mais en tout cas, il peut drainer du vote utile, des gens de gauche qui ne l'aimeraient pas trop, mais qui veulent dire ce serait la meilleure chance pour la gauche. Mais la gauche Mélenchon, c'est une gauche qui peut déplaire fortement à Hidalgo ou à Jadot. Mais vous voyez, pas d'effet waouh de l'arrivée de Christiane Taubira. Pardon ? Ça, c'est le rolling d'hier. Donc, il a été fait de samedi à mardi. Pas d'effet pour Christiane Taubira. Depuis qu'elle est candidate, elle n'a quasiment pas progressé. Quelque chose qui est drôle, c'est le fait que PS, PC et radicaux de gauche sont au même niveau, c'est-à-dire Roussel, Hidalgo et Taubira. On n'est pas sur le dégradé des années 80 avec Marchais, Mitterrand et d'autres leaders du MRG. Ce qui est intéressant, c'est le score d'Emmanuel Macron. Alors là, il a connu un recul par rapport aux enquêtes précédentes parce qu'il y a eu cet effet Covid et il y a eu aussi cette question du pouvoir d'achat, mais il est à un niveau élevé. C'est le premier président depuis François Mitterrand en 88 qui fait un peu mieux que son score de l'élection précédente. Jamais Nicolas Sarkozy en 2012 n'a retrouvé ses 31%, jamais François Hollande n'a retrouvé ses 28%, et même Jacques Chirac, n'oublions pas qu'il a fait même un petit peu moins ou quasiment pareil de 95 à 2002. Donc c'est plutôt une performance de la part d'Emmanuel Macron, mais 24,5%, est-ce que ça va s'éroder quand il va rentrer en campagne? Personne ne peut le dire. Il y a le cas d'un Giscard d'Estaing qui baisse fortement quand il entre en campagne, le cas d'un François Mitterrand qui reste à un niveau très élevé, il est à 34-35, il ne bouge pas. Un Nicolas Sarkozy qui progresse quand il monte, parce que déjà il avait redynamisé le peuple de droite. La question pour Emmanuel Macron se pose, même si tous les Français savent qui va être le candidat. Deuxième incertitude aussi très intéressant et qui est plutôt du jamais vu, l'écart Pécresse-Le Pen. On est dans la marge d'erreur, avantage pour Marine Le Pen, et pour Marine Le Pen, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire que elle est aujourd'hui, à moins de 3 mois du vote, pas assurée d'être au second tour. Elle n'est pas assurée d'être au second tour. À la même époque, en 2017, elle était à 24-25. Et dans le même temps, son image s'est spectaculairement rétablie. Dans le baromètre Match, pour la première fois, elle a dépassé 40% de bonnes opinions. Dans une enquête faite pour TF1, on a presque 43% des Français qui disent qu'elle a l'étoffe d'une présidente de la République. Son débat catastrophique semble avoir été digéré. Alors que dans le même temps, elle n'est pas en situation d'être au second tour. Elle n'est pas sûre d'être au second tour. Tout simplement, c'est qu'elle a repassé le mistigris de l'extrémisme au candidat Éric Zemmour. C'est ça sa chance, si je puis dire. Sa chance, mais également sa fragilité. Sans Éric Zemmour, sans doute, Valérie Pécresse aurait un vrai retard par rapport à Marine Le Pen. Donc on a une incertitude. L'enquête du jour, celle de mercredi, donnait 18,5, 16 et 13. Éric Zemmour a connu une chute assez forte après ses propos sur les enfants en situation de handicap, mais il s'est relevé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble marquer des points par sa radicalité programmatique. Quand il propose un droit de légitime défense, quand il propose des mesures très radicales, ça peut plaire à un électorat, on va le voir, de droite et de droite extrême, qui a le sentiment que depuis 15 ans, on perd du temps, que le quinquennat de Sarkozy n'a pas été un quinquennat utile, Hollande, n'en parlons pas, Macron nous a déçus. C'est ça aussi la chance d'Éric Zemmour, c'est d'être une alternative. Alors voilà les scores, et pour finir, je vais passer plus vite sur les structures électorales. Alors laisse tomber peut-être Mélenchon vu son score, on va passer à Macron directement. Emmanuel Macron, ce qui est très intéressant, donc c'est-à-dire le score que je vous ai présenté, croisé par toute une série de catégories. Ce qui est intéressant, c'est que la structure est assez homogène. Il est fort quasiment partout, à part chez les chômeurs, à part chez les ouvriers. Mais quand on regarde plus attentivement, on voit quand même qu'il est le représentant d'une France qui va bien. Il fait ses meilleurs scores chez les personnes les plus âgées, chez les cadres, chez des personnes de catégorie aisée ou classe moyenne supérieure. Et lui aussi, c'est un problème pour Valérie Pécresse, arrive à capter un électeur Fillon sur 5. 22%, ça paraît peu, mais ça fait 4 points. Si Valérie Pécresse en récupère ne serait-ce que la moitié, elle passe de 17 à 19. Et ça change la donne. Et puis, dans la vague d'aujourd'hui, il est à 70. Il reprend plus de 2/3 de son électorat. Aujourd'hui, c'est un président qui a une structure assez solide, qui a un socle qui tient et qui arrive à capter des voix à gauche et à droite. Valérie Pécresse, c'est très intéressant parce qu'elle a une structure de droite classique. Elle a des scores élevés chez les personnes âgées,
chez les retraités, chez les personnes diplômées, chez les catégories aisées, mais, et ce n'est pas de sa faute, ça fait 10 ans que les candidats de droite, que ce soit Sarkozy en 2012 ou Fillon en 2017, n'arrivent pas à élargir le socle de droite. Et qu'est-ce qui leur manque? Les jeunes. Valérie Pécresse fait, alors, elle a fait 12 aujourd'hui, mais si on a des petits échantillons, elle est plutôt autour de 10. Les catégories populaires et surtout, ce que j'appelle la France du travail. Le salariat, elle ne fait que 10 chez les salariés du secteur privé. Vous vous souvenez de la phrase d'André Malraux, qu'est-ce que c'est que le gaullisme? C'est le métro aux heures de pointe. Il n'y a pas beaucoup d'électeurs Pécresse, à mon avis, aujourd'hui, aux heures de pointe. Donc c'est son enjeu, mais elle n'est pas responsable de cet héritage. Depuis 2007, la droite, avec la déception relative liée au quinquennat de Nicolas Sarkozy, la droite a perdu une partie de la France du travail et elle ne pourra pas être au second tour si elle ne la récupère pas. Elle peut la récupérer, elle a des propositions sur le pouvoir d'achat, et il y a des choses qui peuvent aussi gêner comme la fin des 35 heures, mais en tout cas, c'est un enjeu pour elle parce que pour l'instant, elle a progressé dans l'électorat Fillon, mais en dehors de ça, elle n'arrive pas à élargir, à être une candidate de second tour. Et pour finir, Marine Le Pen, pareil, sans surprise, elle fait ses meilleurs scores dans les catégories qui votent RN, les jeunes de 25 à 34 ans, les ouvriers, les employés, les personnes sans diplôme. Alors, le danger pour elle qu'elle a connu au régional, ça se passera moins comme ça, mais c'est possible, c'est que ces catégories sont celles qui votent le moins et que finalement, elles aillent moins voter aux urnes et que les sondages qui la mettaient à 21-22 la finissent à 18. Personne ne peut savoir ce qui peut se passer. Son problème, c'est Éric Zemmour, dans la mesure où elle prend 2/3 seulement de son électorat de 2017. Et justement, Éric Zemmour, ce qui est le plus intéressant, c'est 2 lignes. C'est Fillon-Le Pen. Il a 2 sources électorales, puisque, vous le voyez, il arrive à capter un électeur Fillon sur 5, un électeur Le Pen sur 4. Tant qu'il aura cette source, il peut rester à un niveau élevé et gêner, empêcher Marine Le Pen d'être plus haut et gêner aussi Valérie Pécresse. Ce qui est intéressant pour lui, c'est que le gap homme-femme, suite à ses propos parfois qu'on a jugés machistes, je ne me prononce pas, était très très élevé. Et bien là, de nouveau, si je puis dire, ça s'est un petit peu réduit. Il n'a plus ce qu'on appelle le gap gender, le gender gap, c'est-à-dire un très fort score chez les hommes, un score faible chez les femmes, un peu comme le Jean-Marie Le Pen du passé. Et pour finir, et écoutez vos questions et vos remarques, la même intention de vote auprès des jeunes de 18 à 30 ans. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça a été publié, ça a été diffusé ce soir sur LCI. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a l'impression que c'est l'intention de vote auprès de l'ensemble des Français. Macron et Le Pen arrivent en tête, et là, c'est une vraie rupture par rapport au vote jeune. Pendant très longtemps, les jeunes votaient pour des candidats spécifiques, des candidats qui n'arrivaient pas au second tour. En 81, le premier candidat des jeunes, c'était Georges Marchais. En 2002, c'était Noël Mamère et Besancenot qui avaient fait quasiment 25% chez les jeunes. Là, les jeunes, il y a une perte de singularité. Ils votent comme l'ensemble des Français, sachant que les moins de 25 ans sont très Macron. Il y a ce que j'appelle l'effet Manu. Il est jeune, il se distingue des autres hommes politiques. Il est cash. Sa fameuse phrase « tu traverses la rue pour trouver un boulot », ça a beaucoup plu aux jeunes. Chez les 25-30 ans, pas du tout. Ils sont beaucoup plus sévères et ces jeunes en insertion qui peuvent galérer sont bien sûr chez Marine Le Pen. Alors vous voyez, je vous disais que Valérie Pécresse a un vrai enjeu dans l'électorat jeune. Ce n'est pas qu'elle n'est pas appréciée, ils la connaissent peu. Et elle a un enjeu de progression chez les jeunes. Éric Zemmour est beaucoup plus faible qu'à l'échelle nationale parce qu'il ne matche pas avec beaucoup d'attentes des jeunes. La question climatique, je crois qu'il s'en moque un peu, il n'en parle quasiment pas. La question des inégalités, des discriminations, cette jeunesse qui peut être un peu woke, il n'en parle pas non plus. Et puis, vous le voyez, la gauche est un peu plus forte qu'auprès de l'ensemble des Français, mais quelle désolation quand, à une époque, par exemple en 2012, le total gauche chez les jeunes faisait presque 65%. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur cette campagne incertaine. J'ai ouvert le parapluie pour éviter le verre d'eau, mais pas que. Mais en tout cas, on est sur une campagne qui peut être passionnante et qui, à mon avis, va être très mouvante compte tenu du risque abstentionniste, compte tenu du spectre Covid et compte tenu de l'offre électorale avec une tectonique des plaques très proche. Je vous remercie. Vous avez une voix qui porte? Oui, Ouais. je vais essayer. Bon. Sans absolument mettre en cause les techniques des organismes de sondage, on est obligé de constater que les 2 ou 3 dernières élections, les sondages n'étaient pas tout à fait conformes aux résultats du vote.
je ne mets pas en cause les sondeurs, Non, mais... je mets en cause la fiabilité des réponses des sondés. Et je voulais savoir comment vous pondérez dans vos analyses le fait que, de façon évidente, il doit y avoir un paquet non négligeable de réponses bidons. Alors, j'entends la critique sur les sondages, et c'est vrai qu'aux élections régionales, l'abstention a été si forte qu'elle a déréglé tous nos modèles. D'ailleurs, et notamment le vote RN, d'ailleurs, les deux régions où les sondages régionaux ont très bien marché, c'est Île-de-France, et vous pourrez aller voir sur Internet, hein, tout est publié, et Corse, où le RN était faible, et donc et la participation était forte, comme en Corse. Ça n'a pas eu d'impact particulier, et le sondage a bien mesuré les choses. Maintenant, votre question, c'est quel est le statut du sondage? Si le sondage était là pour donner exactement le résultat au point près, même si c'est notre rêve, en 2017, le Rolling a donné tout, et je crois que tu t'en souviens, au demi-point près. En 2012, pareil. En 2007, on a surestimé Bayrou, on a un peu sous-estimé Sarko, mais l'ordre était bon. Là, les régionales, ça a été un fiasco parce que l'abstention a tout déréglé. Maintenant, ce que j'espère, c'est que à la présidentielle, on vote quand même beaucoup, comme je vous l'ai dit, ça a moins d'impact. Là où je vous suis moins, c'est sur des réponses bidons. Bien sûr, on peut dire que des gens sont stratèges, des gens vont mentir, vont dire qu'ils sont de gauche puis ils votent de droite. Quand je vois sur les baromètres la régularité des réponses, je pense que les réponses fantaisistes, à mon avis, c'est relativement marginal. Dans le cas contraire, on aurait eu des évolutions très étranges. Dans le Rolling, tous les jours, j'ai une Valérie Pécresse forte chez les personnes âgées, faible chez les ouvriers, j'ai un Emmanuel Macron faible dans les catégories pauvres. Voilà, j'ai une vraie linéarité qui me fait dire que bien sûr, il doit y avoir des électeurs stratèges, des gens qui vont dire, alors je vais dire que je vais voter Mélenchon parce qu'en fait, je vais voter Macron. Non. Je pense qu'il y en a, mais à mon avis, c'est assez marginal. Ce qui n'empêche pas que ce n'est qu'une technique. Il y a des points forts, des points faibles, et on fait tout pour essayer d'adapter les choses. Moi, je suis dans les sondages depuis 25 ans, mais je ne suis pas sondophile ou même sondolâtre. Il y a des sujets sur lesquels les sondages n'ont aucun intérêt parce que l'opinion ne connaît pas vraiment le sujet et il n'y a pas de maturation du débat. Moi, je déteste faire des sondages, par exemple, sur la question du nucléaire. Pourquoi? Parce que si dans la question, vous dites le nucléaire, ça permet de faire baisser votre facture énergétique, tout le monde est pour. Et si vous mettez en avant, y a-t-il pas des risques pour la santé? L'opinion bouge. Elle est extrêmement mouvante. Mais malgré tout, je pense qu'une enquête d'opinion bien faite, c'est le moins mauvais moyen pour refléter une perception de la réalité. Plus que le bistrot du coin, plus que Twitter, où vraiment quand on va sur Twitter, on a fait l'impression que Macron est haï, qu'Éric Zemmour va être président demain. Voilà, il y a une certain équilibre qu'on peut retrouver dans les enquêtes d'opinion, mais je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, j'y crois. Non, mais j'ai bien entendu, mais... Ouais. Non, mais je vous ai donné quelques exemples d'échecs. 95, c'est un échec terrible. Et ce qui me fait peur, c'est que la situation de 95 peut ressembler à celle-là. Qu'est-ce qui se passe en 95? Il n'y a pas une enquête qui met Jospin en tête. Pourquoi? Parce qu'il y a deux candidats très proches, Balladur, Chirac. Et en fin de campagne, ça zappe des électeurs chiraciens qui vont chez Balladur. Chirac est moins haut que prévu et Jospin arrive en tête. Imaginez le cauchemar s'il y a une offre de gauche aussi éclatée. Si en fin de campagne, il y a des électeurs Hidalgo qui vont chez Taubira ou Jadot, je ne sais pas qui finira la course à gauche. Mais ça peut être très difficile quand vous avez un électeur Taubira peut voter Hidalgo, sauf s'il la déteste. Un électeur Jadot peut voter par exemple Mélenchon. On a un problème de volatilité électorale et moi c'est surtout sur Zemmour-Le Pen où il peut se passer des vraies fluidités. Ça dépendra par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est les événements de campagne. Si Éric Zemmour se décrédibilise, si Marine Le Pen continue à se renforcer, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer et c'est en ça que l'intérêt du rolling est fort, c'est-à-dire comme nous sommes sur le terrain tous les jours, on interroge 500 Français par jour, on va finir à 1000 Français par jour, on a peut-être plus que les autres la possibilité de voir ces fameuses évolutions. Paul, oui. On dit souvent que le sondage fait le candidat et j'en tiens pour preuve qu'on a eu ce débat-là de savoir s'il ne fallait pas permettre de donner des signatures aux candidats qui étaient forts dans les sondages. Un exemple, souvent qui a un ancien clin d'œil, je pense que si demain on testait quelqu'un comme Thomas Pesquet, il ferait peut-être 30% dans les sondages. Donc à partir de quand, vous, en tant que sondeur, vous décidez de tester quelqu'un dans votre sondage? Alors, une très bonne question.
on s'appelle institut de sondage, mais on est des entreprises privées. Donc on a des commandes de médias, donc c'est ce que vous voyez, en gros 20-25%, quand vous voyez du JDD, du Paris Match, mais on a aussi beaucoup de sondages confidentiels. C'est vrai qu'il nous est arrivé, alors maintenant on peut le dire, les municipales à Paris, ça a été le summum, de tester énormément de candidats, parfois des candidats folkloriques, bien sûr, je ne dirai jamais leur nom, qui sont vus maire de Paris parce qu'il y avait le doute sur le bilan d'Anne Hidalgo, et puis il y a eu l'effet Macron. L'effet « pourquoi pas moi ?» Il a bien été élu alors qu'il n'avait que 39 ans et personne ne le connaissait. Moi, j'ai testé à titre confidentiel, mais elle a publié les données dont je peux vous dire, j'ai testé Hélène Touy. Hélène Touy, personne ne la connaît. Mais Hélène Touy, c'est la chef du parti animaliste. Et la cause animaliste, je rappelle qu'elle a fait aux européennes 600 000 voix. Elle a fait presque autant que la liste communiste. Parce que c'est une thématique qui plaît énormément. Donc j'ai accepté de la tester, ça me paraissait pertinent. Maintenant, je la mets à seulement 0,5%, parce qu'elle est très peu connue. Mais si pendant la campagne, rappelez-vous le précédent Olivier Besancenot, en 2002, inconnu des Français, mais qui se révèle pendant la campagne, les gens le découvrent, un postier sympa, qui ressemble aux autres, de gauche à l'époque, etc. Ça peut créer une véritable dynamique. Maintenant, oui, les candidats folkloriques, je ne pense pas. Alors, là où je vous suis moins, vous dites Thomas Pesquet, si on le teste, il est enfin très haut. Les Français répondent quand même aux questions. Prenons quelqu'un qui est dans l'univers de Thomas Pesquet en termes de personnalité, qui était à une époque préféré des Français, Nicolas Hulot, préféré chez les Français dans le top 50, mais électoralement catastrophique. Et voilà, les Français font quand même la part des choses. Et je rappellerai aussi que Kouchner, qui était aussi un homme politique apprécié des Français, a perdu, je crois, 5 élections, ou 4. Donc c'est quand même pas pareil, mais j'entends ce que vous dites. Je pense que l'éparpillement des votes à gauche risque de se répercuter par un vote aussi. Est-ce qu'il peut y avoir pareillement à droite, c'est-à-dire un vote utile entre Le Pen et Zemmour? C'est pas impossible. Pour la gauche, la situation est claire. Les gens de gauche voient la catastrophe arriver. Ce n'est pas le Titanic qui coule par surprise. Les Français de gauche le voient. On n'est pas dans le coup de tonnerre du 21 avril 2002. On n'est pas dans la situation de 2017 où des gens de gauche disaient « mais non, mais finalement, ce Macron, il est de gauche ». Là, les gens de gauche voient un total gauche très faible, personne qui prend le lead, pardon de ce terme anglais. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, si la situation reste pareille, si Jean-Luc Mélenchon est à 10, 11, 12, des gens de gauche, d'une gauche plus socialiste, écologiste, vont peut-être aller vers lui. Ce qui a changé, c'est ce qu'on a vu en 2017, où je rappelle que le premier rolling en 2017 donne Hamon à 17-18, Mélenchon à 9. On sait comment ça se termine. Là, ce qui a quand même changé, c'est quand même l'image. L'image de Mélenchon s'est complètement détruite. Il s'est quand même disloqué, il fait peur aux gens. C'est l'homme politique qui, sur la question « est-ce qu'il vous inquiète ?», a des scores les plus importants avec Éric Zemmour, moins que Marine Le Pen. Donc il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, le vote utile à droite est possible. Si les Français, si le tour de la campagne, pris par la campagne, c'est pour ou contre Macron, faut-il s'en débarrasser, et que Valérie Pécresse est la mieux placée pour gagner au second tour, elle peut bénéficier d'un effet vote utile. Et Zemmour pourrait baisser fortement. Mais on peut aussi écrire autre chose. Dans le rolling du jour, Zemmour n'est plus qu'à 3 points de Valérie Pécresse. Le Pen est à 6 points de Zemmour. Il peut y avoir une vraie volatilité. Personne n'a perdu quand on est sur un écart aussi faible. Les logiques de vote utile, à mon avis, pourront intervenir plutôt en fin de campagne. Il est un peu trop tôt pour les anticiper. Mais je voudrais revenir sur le mot incertitude qui m'a beaucoup choqué. Alors bon, on se balade tous sur 3 chaînes, j'imagine les uns les autres, la 15, la 16 et la 26. Ce sont nos 3 chaînes de voilà. J'ai quitté la 16, ça m'a fait du bien. Mais bon, ça dépend qui est d'un côté, qui est de l'autre. Bien. Et l'autre jour, il y avait des gens, je crois que c'était dans la Creuse, qui venaient vers les candidats pour dire leurs souhaits qu'ils avaient par rapport au prochain président. Et là, cette incertitude m'a choqué. À 3 mois des élections, aucun de ces candidats ne savait toujours pas de quoi ils allaient voter. Donc ma question est, est-ce que pour les élections précédentes, il y avait cette incertitude 3 mois avant l'élection? Voilà. Non mais c'est une excellente question. Je comprends votre... Moi, ça ne m'aurait pas choqué. Je l'aurais plutôt constaté.
Mais j'entends ce que vous dites. Chacun. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une époque où il y avait voilà des sortes de dynasties partisanes au sein des familles. On savait pour qui on allait faire voter. Le fait de zapper d'un camp à l'autre était extrêmement rare. Alors les transgressions suprêmes. Un communiste qui devient, qui passe à droite ou quelqu'un de droite qui passe à gauche. Enfin, dans la vie partisane, c'était extrêmement choquant. Maintenant, l'électeur n'est plus comme ça. D'une part, la notion de gauche-droite n'a pas disparu, mais elle s'est beaucoup affadie. Et puis, on a des électeurs qui peuvent être zappeurs. On a des électeurs qui votent à gauche dans une ville, mais qui vont voter à droite nationalement, ou l'inverse. Toulouse qui votait à mort à gauche, mais qui a élu beaucoup de maires de droite, Dominique Baudis, Douste Blazy, etc. Donc on a une sorte d'affadissement du lien politique, de la socialisation politique qui fait qu'aujourd'hui, oui, en plus, il y a le Covid quand même. Est-ce qu'on a envie de penser au Covid quand on est positif, quand on a ces craintes sur son quotidien? Mais c'est vrai, moi je pense quand même que la présidentielle, c'est un rendez-vous essentiel qui passionne les Français, et je pense quand même que le choix va finir par se faire, mais ce que je parie par contre, c'est que l'indécision va être très forte jusqu'à la fin, compte tenu de la proximité idéologique entre beaucoup de candidats. Merci, dame. Votre voisine n'a pas posé de question encore. Ah oui. Et après, vous aussi. Oui, excusez-moi, je croyais que j'avais posé la question là. Mon sentiment, c'est que tous ces gens-là sont-ils tous présidentiables? Ont-ils tous leur parrainage, sachant que peut-être la moitié va disparaître au bon moment, et là, on va revoir l'écart? Alors, je n'ai pas la réponse. Alors, ce qui est vrai, c'est que Éric Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon font part de difficultés à trouver leur parrainage. Alors, c'est pas nouveau, hein. En 2002, Jean-Marie Le Pen, qui pourtant arrive au second tour, a même dit « je n'aurai sans doute pas les parrainages ». En 2007, il l'avait redit à tel point qu'on l'avait pris au mot, si je puis dire, en testant une enquête dans le JDD en février-mars où il n'était pas testé, ce qui l'avait rendu foudrage, mais on lui a dit « mais vous nous aviez dit que vous n'auriez pas les 500 parrainages ». Là, je n'en sais absolument rien. C'est quelque chose qui ne dépend pas de l'opinion publique. Il y a un corps de 40 000 personnes qui sont les 33 000 maires, les sénateurs, les députés, les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux. C'est vrai que quand on interroge les Français sur le système des parrainages, ils considèrent qu'il est relativement dévoyé. Une enquête faite en 2012 par l'IFOP pour un think tank démocratique appelait à une réforme profonde des parrainages. Est-ce qu'il ne faut pas revenir? Les parrainages, au début, c'était pour éviter les candidatures folkloriques, fantaisistes. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à 100 parrainages, même si d'un autre côté, 500 parrainages, c'est à peine 0,1% du corps, si je puis dire, légitime pour parrainer tel ou tel candidat. La publicisation des parrainages a aussi rendu les maires extrêmement frileux. Je pensais aussi que le fait d'être en début de mandat pouvait leur faire dire « je parraine qui je veux ». Voilà, je n'ai pas de réponse. Mais il y a des candidats dont on ne parle pas. Antoine Vechter les a pas eus pendant deux fois de suite. Il y a le fameux Nicolas Miguet qui disparaît tous les 5 ans, mais qui revient à chaque présidentielle, qui veut les avoir, qui ne les a pas. Il y a à gauche Georges Kuzmanovic qui en a déjà 300. Escassolino les aura. Florent Philippot. Il y a une incertitude, c'est vrai. Je ne sais pas si toi, Geoffroy, tu as des informations. Mais en tout cas, oui, ça va commencer à partir de la semaine prochaine jusqu'au 4 mars. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des candidats plutôt bien crédités en intention de vote qui ont des vraies difficultés. Mélenchon n'a plus le PC. Et les élus communistes sont gentils, mais quand Mélenchon a voulu flinguer le PC aux élections législatives en présentant des candidats insoumis dans toutes les circonscriptions, y compris celles du PC, on comprend que les maires communistes veulent moins parrainer Mélenchon. Et ils ont en plus un candidat qui est un des rares à gauche qui fait une bonne campagne. On a parlé jusqu'à présent de la présidentielle, mais il y a les législatives. Bien sûr. Et rien n'est joué. Le raz-de-marée de la République en marche, je ne crois pas que ça puisse marcher à tous les coups. Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Alors, c'est très intéressant qu'on parle des... Non, mais vous avez raison. Pour les Républicains de gagner la bataille. Bien sûr. Alors, c'est vrai pourquoi on ne parle pas des législatives? Parce que malheureusement, cette élection, depuis 1997, a perdu son autonomie. C'est une décision commune d'un homme de gauche, Jospin, et d'un homme de droite, Chirac, d'inverser le calendrier électoral. Et maintenant, ces législatives sont indexées sur la présidentielle.
vague effet de 2002, 2007, etc. Là, c'est vrai où je suis complètement, on ne sera pas sur la même chose. Si Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle, je n'imagine comme vous pas une vague en marche comme en 2017, parce que il y aura peut-être une cohabitation. Je crois quand même que moi, le modèle que j'ai en tête, c'est 88, où Mitterrand gagne l'élection très très largement, mais il n'a pas du tout envie de se retrouver avec une vague rose qui va l'embêter. Il veut faire une ouverture au centre, etc. Et donc il encourage à ce que la gauche n'ait pas une majorité absolue, elle avait une majorité relative. Ce qui fait que Michel Rocard avait recouru, je crois, 30 fois ou 40 fois au 49-3. Maintenant, voilà, ce qui est aussi, il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que la campagne législative va être plus longue, puisque l'élection présidentielle a été avancée de 15 jours. Elles ont lieu le 12 et 19 juin. La présidentielle s'arrête le 24 avril. Il peut y avoir une vraie campagne et empêcher le phénomène incroyable de 2017, où j'ai une circo en tête, où en 2017, une candidate modem avait fait 2,5 en 2012. En 2017, elle avait fait 40, parce que c'était un effet de marque, c'était la marque Macron. Ça risque d'être un petit peu différent, mais une vraie cohabitation, je n'y crois pas. Mais en tout cas, une majorité relative bloquée, c'est peut-être probable. Vous avez donné dans les priorités, les thématiques prioritaires, santé, sécurité. Vous l'avez donné surtout aussi à la faiblesse de votre bilan, j'ai bien noté, pouvoir d'achat. Je m'étonne que vous n'ayez pas du tout évoqué l'immigration. Je ne sais pas. Si. Non. Si. Alors, vous avez raison. Comme on a ici, on voit que c'est une thématique qui comptera plus en 2021 par rapport à 2017. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de tout évoquer, mais effectivement, alors on va se parler sincèrement. Ça dépend des quartiers, ça dépend des lieux, mais c'est une thématique qui émerge plus dans un discours où on fait parler les Français spontanément quand on leur propose des questions fermées. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prioritaire, mais elle l'est plus qu'en 2017, et surtout, elle est quand même un peu reléguée derrière insécurité, délinquance et terrorisme, même s'il faut le dire maintenant, y compris à gauche, on fait un lien entre insécurité et immigration. C'était encore tabou il y a une dizaine d'années. Et je n'ai pas parlé aussi de l'éducation qui devient un enjeu majeur, et le sentiment qu'un des échecs du président sortant concerne l'éducation, ce qui peut être surprenant quand on voit les espoirs ou la confiance dont bénéficiait Jean-Michel Blanquer jusqu'à la fin de l'année 2019. Je vous en prie, madame. Dernière question. Oui. Vous auriez Peut-être Geoffroy. Geoffroy Boulard. Ah, Geoffroy. J'en ai une pour toi. Ça va être la plus dure. J'ai vu sur ta slide sur Valérie Pécresse, Ouais. Bah. que dans l'agglomération parisienne, alors c'est une photo, Oui. elle fait un score inférieur à ce qui se passe dans les grandes communautés urbaines de province. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'agglomération, alors elle fait un des meilleurs scores en Ile-de-France, alors il y a peut-être un effet du jour, mais l'agglomération parisienne, il n'y a qu'une partie de l'Île-de-France. Il n'y a pas la grande couronne. Il y a une toute petite partie. En fait, cet agglo, c'est Paris, 92, 93, 94 et un petit bout du 78 et du 91. Donc, ce n'est pas toute l'Île-de-France. L'Île-de-France, elle est quand même au-dessus de ça. C'est quand même 7 millions d'habitants. Ah, mais à mon avis, oui. Ah, mais c'est pas rien du tout. C'est absolument beaucoup. Et pareil, elle a des meilleurs scores chez les propriétaires que chez les locataires. Mais en tout cas, moi, quand je vois qu'elle a un score assez moyen dans les communes rurales, bah voilà, la campagne, c'est un grand moment où les Français font connaissance avec les candidats. Elle a des marges de progression. Il y a des candidats qui sont peu connus des Français. Fabien Roussel, Valérie Pécresse, bien sûr, plus connue, mais elle n'a pas la même notoriété qu'avait Sarkozy en 2012 ou même Fillon en 2017. C'est quelqu'un qui a encore des marges de progression, ce qui peut être encourageant pour elle. Bon, merci. Ah, monsieur, la dernière. Ah, Ce qui me frappe moi le plus, c'est que la question de l'économie, surtout de l'endettement public, très juste. Ouais, tout à fait. J'aurais dû le dire, pardon monsieur. Allez, non, même non. Elle était là. Là aussi, vous voyez, ce qui est terrible. Là, c'est même pas évidemment du vote, j'aurais dû en parler. Emmanuel Macron va être président de l'Union européenne. L'Europe n'est pas un sujet pour les Français. Et puis, la dette est un niveau très bas, alors qu'il y a le quoi qu'il en coûte. Et
on a déjà vu des élections présidentielles où la dette a eu un rôle important. François Fillon, en 2007, c'est lui qui impose ce thème. Après la victoire de Nicolas Sarkozy, François Bayrou en 2007 impose ce thème et François Fillon continue. Et ben voilà, c'est un effet pervers ou pas, mais c'est un effet du quoi qu'il en coûte. Ce sujet est passé au-dessus des radars des Français, sauf, et j'en parle dans mon livre, les jeunes ont conscience que la dette Covid, ça sera pour eux. Et on a, sur la jeunesse, c'est une génération Covid, dans le sens où elle a les mêmes perceptions, quelles que soient les caractéristiques de ces jeunes, aussi bien les salariés que les lycéens, les étudiants, qui est la dette Covid, elle est pour nous. Notre vie affective a été perdue, on a été stigmatisé et on a été sacrifié. C'est en ça qu'il y a eu un peu comme une génération, je parle de la génération de 14, bien sûr, c'est plus dangereux d'aller au chemin des dames que de suivre un cours en distanciel, mais il y a eu quand même un vrai creuset de perception avec la dette. Olivier. Une petite dernière, avant la dernière. Quid des sujets internationaux et notamment de la crise en Ukraine? C'est une super question parce que vraiment, parce que le regard des Français a complètement changé. Avant, dans l'élection présidentielle, l'international n'existait pas. C'était ce moment où la mondialisation disparaissait. C'est le pays qui regarde, les candidats qui regardent la France au fond des yeux, comme disait qui vous savez, les Français qui regardent les candidats débattre. L'international n'existe pas, ou vraiment très peu. Je cite souvent le fameux débat de 95 entre les deux tours, Chirac-Jospin, alors qui se passe très bien, parce que Chirac est sûr d'avoir gagné. Jospin, il est hyper content, il est arrivé au second tour, 2 ans après une catastrophe électorale de la gauche. C'est ça le contexte de la bipolarisation. Il suffisait d'être tranquille dans l'opposition, quand on voit l'état du PS, et même parfois de LR, la marque LR, on voit que les choses ont vraiment fortement changé. Et en 95, on aborde l'international en toute fin de débat. Il y a des tensions russo-tchétchènes, donc il y a quand même des points communs. Et le seul moment où on en parle, c'est pour dire que ça peut être dangereux. Et Jacques Chirac dit « Oh là là, c'est compliqué cette affaire ». Et il cite le poète russe Lermontov qui dit « Petit enfant russe, l'ogre tchétchène va venir te manger, mais ton papa va ». Il cite un poème. Maintenant, je suis frappé de voir comme l'international intéresse les Français parce qu'il y a cette prise de conscience que ce qui peut se passer au bout du monde à l'échelle climatique peut avoir des impacts chez nous, et à l'échelle terroriste, à l'échelle de la sécurité. Croyez-moi, sur la question du Mali, il y a un intérêt qui est fort. Et j'avais été frappé en septembre 2020, dans notre question que je vous ai montrée sur les conversations des Français. Le premier sujet, ce n'était pas la rentrée, c'était les feux de forêt en Amazonie. Donc vraiment, il y a alors je ne pense pas que ça sera un sujet central, mais je pense que ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine, ça peut avoir un impact. D'ailleurs, Mélenchon, il a perdu 1 point dans le rolling. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais c'est pas une bonne musique, je pense, pour lui. Frédéric, on dit toujours que ça se joue dans les 15 derniers jours. Est-ce que tu penses que ça va... Enfin, déjà, est-ce que c'est une vérité? C'est pas tout à fait vrai sur le 88 ou 2007, mais je pense que vu cette année... moi, je suis persuadé que ça va bouger jusqu'au bout. Voilà, je suis persuadé. Et d'ailleurs, en 2017, ce qui m'avait valu un stress et des maux de ventre qui ont duré 1 semaine, dans les 2 dernières semaines du rolling, on avait Macron, Le Pen, Mélenchon, Fillon qui s'étaient resserrés entre 22 et 19%. Là, on n'avait jamais eu ça. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais quid d'une baisse de Macron s'il entre en campagne, si les choses se passent mal? Moi, je pense que le pouvoir d'achat peut être un problème pour lui, que ces petites phrases, il a aussi des vrais... Moi, je trouve qu'il a une vraie capacité d'adaptation. Il est vraiment plus plastique que l'était, par exemple, Sarko, qui était une bête de campagne. Mais il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Et puis, on n'est pas à l'abri d'un événement de campagne énorme. Voilà, merci beaucoup. Merci.